bonjour tout le monde et bienvenue à cette 7e émission, ce 7e épisode de Parlons Montréal. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui Marc-Antoine Desjardins. Comment vas-tu, Marc-Antoine? Allô tout le monde, bonjour Justine, ça va très bien, merci, et toi? Bonjour, oui, ça va bien. Et nous sommes très heureux cette semaine d'avoir avec nous comme invité Guillaume Lavoie. Guillaume, comment vas-tu? Bonjour à vous deux, très très bien, merci. Bonjour Guillaume, bienvenue. Oui, alors bonjour à vous deux. Alors Guillaume, je vais vous parler un peu de notre invité Guillaume Lavoie. Guillaume Lavoie qui est chargé de cours à l'École nationale d'administration publique, mais beaucoup plus que ça, il est conférencier invité. Son sujet de préférence, c'est l'économie collaborative. Il est par ailleurs président du groupe de travail sur l'économie collaborative. Et pour ce travail-là, il a gagné le prix Marcel Côté en 2018. Il est aussi ancien conseiller municipal de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie et c'est dans ce contexte que j'ai fait la connaissance de Guillaume Lavoie. Nous avons eu le grand plaisir de travailler ensemble et parfois c'était pas très plaisant, mais c'était toujours un plaisir de le retrouver au conseil municipal de Montréal. Alors bonjour et bienvenue à notre cher invité. Avant d'embarquer par contre dans le vif du sujet avec toi Guillaume, on va commencer par nos découvertes de la semaine. Donc Marc-Antoine, est-ce que tu veux bien nous partager ta découverte cette semaine? Oui, avec plaisir. Ben, écoutez, cette semaine, en écoutant la radio d'État, j'ai entendu un organisme, le journaliste parlait d'un organisme qui s'appelle Arbre Canada. Alors, rapidement, ben, c'est un organisme qui a planté plus de 80 millions d'arbres au pays depuis 1992. C'est un organisme qui peut aider les municipalités, les écoles, les collectivités. On peut appliquer, c'est intéressant, allez voir ça en ligne, Arbre Canada, arbre au pluriel. Et c'est plein de potentiel pour n'importe quel organisme qui veut verdir son entourage. Ah, c'est le moment de planter des arbres en ce moment. On est tous chez soi. Exactement, c'est d'actualité. On peut tous mettre un arbre devant chez soi. C'est bien. Ben moi, c'est peut-être un peu plus ludique, moins écologique. C'est le Pop-Up Piper. Donc, le Pop-Up Piper, c'est quoi? C'est un peu comme le Pop-Up Shop, mais c'est un cornemusier qui est envoyé par la Société de St. Andrews, la Société écossaise de Montréal, dont je suis membre. Et pour ceux qui apprécient la musique du cornemuse, et c'est vraiment pas tout le monde, mais moi, avec mes racines écossaises, ça m'appelle des pays lointains de mes ancêtres, mettons. Et puis, c'est ça, donc, de temps à autre, on peut retrouver un cornemusier par surprise sur un coin de trottoir, devant une église, devant des lieux patrimoniaux, historiques et surtout qui ont un lien avec la communauté écossaise de Montréal. Donc, cherchez-le, puis peut-être que ça va vous surprendre à un coin de rue, le Pop-Up Piper. Guillaume, est-ce que toi, cette semaine, tu avais une découverte de la semaine également? Ben oui, et ça me fait grand plaisir de partager ça avec vous. Les gens savent peut-être que moi, je fais une revue de livres, un par semaine au minimum. Et cette semaine, ça vient de tomber, c'était le livre de Tom Rand, que je connais bien, qui a écrit, c'est son 3e livre. Et Tom Rand, c'est un investisseur de risque, un venture capitalist dans les technologies vertes. Et il se spécialise sur les politiques publiques touchant l'environnement. Et son livre s'appelle Climate Capitalism. Et c'est très spécial parce qu'il rejette les deux extrêmes. Alors, ceux qui disent à droite qu'on n'a pas besoin de réforme, que le réchauffement climatique, c'est une vue de l'esprit. Et ceux qui disent dans la gauche radicale que c'est le capitalisme qui en soi est le problème. Alors lui, il dit non, il faut avoir des politiques publiques extraordinairement ambitieuses. Par exemple, il faut cesser de consommer des énergies fossiles le plus vite possible et il est très, très, très ambitieux. Mais il faut comprendre la structure d'investissement des technologies vertes et c'est ça qui permet véritablement d'avoir un impact et de réduire très rapidement le nombre de gaz à effet de serre qu'on va émettre. Alors, très intéressant, Tom Rand, The Case for Climate Capitalism. Vous pouvez lire le livre ou, si vous voulez faire plus vite, allez voir la lecture dominicale que j'ai faite. C'est #lecture dominicale, vous allez les avoir là. Ah oui, puis d'ailleurs, j'aime bien tes lectures dominicales, j'apprécie parce que ça me sauve beaucoup de temps de lecture, en fait. C'est une façon de tricher pour avoir accès à quelques grandes idées. Guillaume, ça serait le fun qu'on te voit dans la vidéo pour que tu puisses nous lire quelques segments de ton livre, ça serait merveilleux, ça. Ah, ben, dans ta lecture dominicale. Ben, on se fera une vidéo, là, justement, juste là-dessus. C'est ça. Mais il y a plusieurs quotes, là, plusieurs citations très, très fortes. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que... il faut bien comprendre le rôle de l'État versus le rôle du secteur privé. Les deux sont nécessaires.
Mais l'État, si on prenait une analogie de théâtre, puis là j'emprunte à Tom Rand, l'État doit être le stage director, le metteur en scène, mais certainement pas l'acteur. Alors l'État peut dire c'est là où il faut aller. L'État dit voici qu'est-ce que je veux, mais le comment, ça doit rester au secteur privé parce que c'est le meilleur vecteur de l'innovation. Personne ne sait quelle est la technologie qui va fonctionner. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre la mécanique des deux tout en étant aussi ambitieux pour un que pour l'autre. C'est intéressant, effectivement. Ouais, très bien. Un État qui est tout-puissant mène à une catastrophe et une économie, je veux dire, un monde industriel qui est laissé à lui-même va mener aussi sa collectivité à une catastrophe. Donc, il doit y avoir une espèce de, comme on dit en anglais, un check and balance, c'est-à-dire que l'État doit contrôler l'économie. C'est intimement lié. On doit bien sûr équilibrer tout ça, arriver avec des politiques environnementales novatrices, mais aussi laisser quand même place à un développement économique, mais en respect de l'environnement, surtout à la sauce 2020. On ne peut plus juste laisser une économie sauvage prendre le dessus de tout, qu'on parle des lobbies ou qu'on parle de simplement l'espèce de laisser-faire économique. Puis un État qui est trop aussi envahissant va venir étouffer les initiatives qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est de trouver une espèce d'équilibre sain pour amener la collectivité vers quelque chose de plus heureux. Puis des fois, il y a des focus pas sexy, là, mais très, très importants. Justine se souviendra de ça du temps de nos années au conseil municipal. Par exemple, Marc-Antoine, tu parlais d'Arbre Canada, qui est extraordinairement important. Ce que l'on ne sait pas, c'est que les administrations publiques, par une règle, disons, préhistorique, il y a une ville qui fait exception à ça, c'est une grande ville du 418, les autres sont très en retard, vont capitaliser des dépenses pour les infrastructures vertes. Alors, pour le dire simplement, vous avez le droit d'emprunter pour faire du béton et de faire de l'asphalte, mais vous n'avez pas le droit d'emprunter pour faire des arbres, planter des arbres, faire des infras vertes. Alors, vous imaginez votre plan de rénovation de maison si vous deviez faire toutes vos rénaux dans votre seul budget annuel puis vous n'aviez pas accès à l'hypothèque. Alors ça, c'est un peu la Ferrari barrée à 60. Tom Rand en parle. Comment est-ce que par repenser des règles qui nous ont l'air techniques, pas sexy du tout, c'est bien plus fun le beau discours, là, mais si on enlève ce frein-là, c'est un frein à main sur le développement des infrastructures vertes, et le mot est bien choisi, ça peut décupler notre capacité d'investissement public pour le développement d'une véritable infrastructure verte et d'une forêt urbaine, par exemple. Toute une mission réglementaire, hein, on peut juste à penser comment que la ville, notre ville à nous, Montréal, avec toutes les ramifications, c'est une réflexion qui est assez profonde sur le comment qu'on veut exécuter, qu'on veut mettre en place notre vision de l'avenir. C'est très technique, mais il faut que ça commence à quelque part. Puis je trouve, en tout cas, ça résonne dans mon esprit. Tom Rand, c'est certain que je vais lire Excellent. ça. Ça en dit beaucoup aussi sur notre interprétation de qu'est-ce qui constitue une infrastructure et est-ce que l'infrastructure, comme tu dis, on a eu le débat à l'hôtel de ville quand on était là, mais est-ce qu'une infrastructure c'est uniquement en béton ou est-ce que ça peut être naturel? Et je pense que dans l'ère où est-ce qu'on se trouve et vers où est-ce qu'on s'en va de plus en plus, ben justement tout ce qui est du monde naturel doit être intégré dans notre conception de qu'est-ce qui constitue une infrastructure. Écoutez, je veux vous amener, parlant d'économie et d'infrastructure, mais je veux vous amener donc plus vers le sujet dont Guillaume est vraiment spécialiste, ce qui est l'économie collaborative. Et plus particulièrement, on a eu le rapport du comité d'experts sur l'économie, sur la relance de Montréal dans le contexte post-COVID-19, avec des recommandations très intéressantes pour, je ne sais pas, j'imagine que vous avez eu le temps de regarder ça un peu, mais comme quoi, j'ai trouvé qu'au cœur du rapport, c'est l'idée que la relance ne doit pas être au prix de la transition écologique. Donc, il ne faut pas relancer l'économie à tout prix et refaire les mêmes erreurs qu'on faisait dans le passé qui, on le sait, qui vont nous amener dans le mur. Donc, il faut repenser notre économie et c'est vraiment l'occasion de le faire. Alors, Guillaume, comment est-ce que tu vois l'économie collaborative dans ce contexte-là? Merci beaucoup. Puis merci de l'invitation en passant. Je vous dirais que sans flagornerie, j'ai accepté parce que nous avons eu le plaisir de siéger ensemble. On n'était pas dans la même formation politique, mais on peut reconnaître, je dirais, la préoccupation sincère pour l'intérêt général chez certains et chez certaines. Et tu l'avais vraiment, toi, Justine. Alors, ça me fait plaisir là,
de me joindre à vous pour ce soir. Et essentiellement, d'abord sur l'économie collaborative, je pense que ça vaut la peine d'expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver. C'est essentiellement 3 choses. Là. Si on faisait une espèce de test ADN, d'abord, c'est l'utilisation de la capacité excédentaire. Alors, pour le dire simplement, c'est faire plus avec ce qui existe déjà. Par exemple, on sait qu'une voiture, c'est l'exemple parfait. Une voiture, le deuxième achat le plus important des familles montréalaises, qui coûte entre 7 000 et 9 000 $ par année, sert 5 % du temps. C'est donc à dire que le deuxième actif des familles, 95 % du temps n'a aucune utilité, aucun rendement, ne sert à rien. Alors, il y a un réservoir d'utilité. Même chose pour les espaces à bureaux, puis ça, c'est bien avant le COVID. Les espaces à bureaux sont, d'une manière très importante, de 10 à 30 % du temps inoccupés. Même chose pour les stationnements. Vous avez des stationnements, il y a beaucoup plus de stationnements que de voitures à Montréal, mais il est mal réparti. C'est-à-dire que là, comment est-ce que je peux doper l'utilisation des actifs existants avant de devoir en construire d'autres, en double, en triple, en quadruple? Alors, il y a une préoccupation environnementale très forte pour essayer de maximiser ce qui existe déjà avant d'utiliser des nouvelles ressources. Donc, l'utilisation de la capacité excédentaire, premier pilier. Le deuxième, c'est l'histoire d'un divorce entre l'accès et la propriété. Dans nos politiques publiques, nos règlements municipaux, les politiques d'assurance, il y a une espèce d'adéquation entre le propriétaire et l'utilisateur. Pensez à l'échelle que vous avez derrière chez vous, pensez aux voitures de la ville. Bon, ben c'est le propriétaire qui peut l'utiliser. C'est un peu un monopole de la possession, un monopole d'utilisation. Si je divorce les deux, je peux donc facilement utiliser quelque chose sans en être nécessairement le propriétaire. Et ça permet donc de faire le lien avec ma capacité excédentaire. Maintenant, un bien qui, déconnecté d'une relation monopolistique avec son propriétaire, peut servir plusieurs utilisateurs. Et le troisième, c'est là où souvent le choc est un peu plus brutal au niveau des politiques publiques, des règlements municipaux, c'est un abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde peut entrer dans un marché très facilement pour 1 heure, pour une fois de temps en temps et autres. Et ça vient en choc avec 2 fondamentaux très, très, très puissants qui gouvernent, je dirais, les règles qui nous organisent, qui organisent la vie humaine et l'activité humaine. Le premier, c'est un certain concept de la gestion de l'offre. Alors, le taxi était l'exemple parfait. Il y avait X taxis, peu importe la demande. Bon, mais ça éclate. Maintenant, ce sera une offre ouverte qui va varier en fonction de la demande. Le deuxième, et là, on est vraiment dans le Jean 3.16 de l'autorité municipale, c'est la ségrégation des fonctions. Et en ville, ça veut dire le zonage. C'est-à-dire qu'un pied carré ne peut avoir qu'une seule fonction. C'est soit un pied carré résidentiel, ou commercial, ou industriel, ou il m'en manque toujours un, institutionnel. Alors, en économie collaborative, pour bien comprendre le potentiel, il faut voir les choses avec les yeux d'un enfant de 5 ans. Et vos enfants de 5 ans sont des experts de l'économie collaborative. C'est-à-dire, la beauté d'un enfant de 5 ans, c'est qu'il voit les choses, les actifs, sur la base de ce qu'elles peuvent faire, pas sur la base de ce à quoi sont supposés servir. Et ça, c'est la grande différence. Et un des exemples les plus frappants, c'est les stationnements. Pensez aux entrées de garage, les driveways de monsieur et madame tout le monde. Il y a beaucoup d'arrondissements, beaucoup de lieux au Québec où, à chaque maison, il y a un stationnement directement accessible par la rue. Mais souvent, le jour, ils sont vides parce que les gens sont partis. Alors, est-ce que je ne pourrais pas mobiliser ces espaces-là pour du stationnement? Alors, ça me permet de libérer, ça me permet d'augmenter la capacité de stationnement dans un quartier sans créer une seule nouvelle place. Ça favorise pour les élus la capacité de faire des saillies de trottoirs, d'enlever des places sur des rues commerciales, sans nécessairement enlever des places au général. Et là, il y a des apps pour ça, appelez ça le Airbnb de l'entrée de garage. Alors, comment ça se fait que ça ne marche pas ou pas assez? D'abord, c'est un défi de réglementation, parce que l'entrée de garage est zonée, par exemple, résidentielle. Mais si je fais $1 en le louant, ne serait-ce que pour 1 heure, ça devient une activité commerciale. Alors là, il y a une modernisation nécessaire de nos lois et de nos règlements, tout en préservant l'intérêt général. Puis la doctrine là, autour de ça, c'est encadrer afin de mieux permettre. Alors, voici un peu l'économie collaborative 101. Et si vous voulez voir, maintenant qu'on a la crise du COVID, ma théorie, c'est que une crise comme celle du COVID
ne transforment rien, ou les crises ne transforment rien. Les crises accélèrent des tendances déjà existantes, déjà en place, mais à vitesse grand V. Là. Alors, avant la crise, on voyait de plus en plus que, par exemple, le restaurant est un superbe exemple. Dans un restaurant, vous savez que là, je n'ai pas les chiffres, là, mais à Montréal seulement, ils vont être des centaines et des centaines et des centaines à fermer. Ce qu'on voit avec le confinement, c'est que les coûts fixes, le loyer, l'électricité, la machine pour la carte de crédit, vont écraser complètement les entreprises de services, les restaurants, par exemple, salons de coiffure et autres. Mais dans un restaurant, il faut réfléchir d'où provient la valeur. Dans un restaurant, le modèle d'affaires, c'est qu'il y a deux types de pieds carrés. Il y a un pied carré dans la cuisine qui crée de la valeur, et il y a un pied carré qui coûte des sous, qui est la salle à manger. Depuis toujours, ma capacité à générer du profit sur mon pied carré qui s'appelle la cuisine était limitée par la grosseur ou mon efficacité en salle à manger. Aujourd'hui, puisque je suis capable en économie collaborative de transformer ma salle à manger, qu'est-ce que c'est? C'est une table et des chaises, c'est les cuisines de monsieur, madame, tout le monde, c'est les salles à manger de monsieur, madame, tout le monde. Bien, je peux faire beaucoup plus de nourriture dans ma cuisine et la distribuer. Et c'est là où des applications comme Uber Eats ou Eva, en passant pour ceux qui ne connaissent pas Eva, c'est exactement comme Uber, mais c'est une coopérative québécoise, inventée par deux jeunes Québécois. Entendu. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, les deux se sont lancés dans la livraison, mais tant Uber Eats que Eva et d'autres applications du genre ont révolutionné et sont en train de littéralement sauver de la faillite nombre de restaurants, parce que là, je suis capable de penser mon restaurant comme d'autres choses qu'une cuisine en arrière et la salle à manger en avant. Et je pourrais même aller plus loin avec un esprit collaboratif. Qui dit qu'une cuisine doit être occupée uniquement que par un seul restaurateur? Le soir, la nuit, une autre journée, plusieurs restaurants peuvent opérer la même cuisine à des périodes différentes, surtout si leur proportion de livraison est plus importante. Et il y a peut-être un message d'esprit collaboratif ici pour les hôteliers qui vivent des moments extraordinairement difficiles. Et il n'y a pas, dans les solutions que je vais vous présenter, il n'y a rien là-dedans qui serait quelque chose qui va ramener des profits aussi importants qu'avant. Mais leurs coûts fixes sont majeurs. Reprenons nos yeux d'enfants de 5 ans, reprenons notre esprit d'économie collaborative. Lorsque je vois un hôtel, je ne vois pas que des chambres où je pourrais rester comme touriste ou voyageur d'affaires. Je vois des actifs. Il y a une cuisine. Il y a des lieux de réunion. Il y a des chambres que je peux transformer en bureaux. Et avec le confinement qui aura créé des coûts fixes qui ont écrasé, délocalisé, obligé à fermer plusieurs lieux de commerce, bien là, peut-être certains restaurateurs vont dire « Moi, j'ai besoin d'une cuisine. » Ça donne que l'hôtel à côté, son restaurant est fermé. Elle est disponible. Je pourrais la louer pendant ce temps-là. Un actif qui dort, c'est un actif qui perd de la valeur pour quelqu'un. Même chose, vous allez voir des salons de coiffure fermés à la grandeur de Montréal, mais le talent pour couper les cheveux, ça n'a rien à voir avec le lieu où ça se passe. C'est le coiffeur qui l'a avec ses quelques outils. Même chose pour des notaires, des avocats, des psychologues qui auront besoin d'un lieu. Mais pourquoi pas utiliser les quelques chambres d'hôtel qu'on ne louera jamais de toute façon pour en faire des espaces de bureaux flottants, par exemple. Et là, l'idée, c'est... On va voir une économie... pardon. C'est ça, c'est de maximiser un potentiel qui dort. L'utilisation de la capacité excédentaire. Mais pour ça, il faut se dire qu'un pied carré pourra tantôt, par exemple, une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, c'est un espace de bureau. Demain, c'est une chambre d'hôtel. Après-demain, c'est un lieu pour un psychologue qui viendrait faire quelques rendez-vous. 3 jours après, c'est autre chose. C'est cette idée de multifonction du même actif. Alors ça, c'est une réflexion d'économie collaborative. Mais la livraison, Uber Eats ou encore Eva et les autres sont extraordinairement importants pour la survie des commerces maintenant et pour l'avenir. Vous savez, l'économie collaborative aura donné des nouveaux patterns de consommation, surtout chez la génération des baby boomers. Il n'y avait peut-être pas l'habitude de consommer en ligne. Une fois que l'habitude est prise, il faut y aller. Alors, une fois qu'on a acheté en ligne, bien, souvent, ce qui bloque, c'est la livraison. Alors, est-ce que je peux aller le chercher facilement? Est-ce qu'il y a des points de chute? Est-ce que je peux faire un partenariat avec Eva pour avoir, dans le fond, mon bras de livraison? On ne va pas demander à tous les commerces de développer leur propre réseau. Et les SDC devraient se mettre en mode, certaines l'ont fait,
de se dire, ça nous prend une infrastructure de livraison, mais elle doit être commune. Et là, ça, c'est une approche collaborative intéressante. Guillaume, permets-moi de faire un peu de pouce là-dessus, ou Justine, regarde, si tu veux y aller. C'est un point qui m'a frappé vraiment quand tu as parlé de le concept de divorce, c'est ton deuxième point. Ça m'a tout de suite rappelé ce que la ville de Sainte-Julie a fait, je pense à l'été 2019, où est-ce que ils vont louer leur matériel municipal, que ce soit des pelles, que ce soit même, je pense, des camions ou toute l'infrastructure municipale. Et ça, je trouve ça le fun parce que ça rentre directement dans ce que tu préconises, c'est-à-dire carrément on vient solidariser l'économie d'une ville, les ressources d'une ville, les infrastructures sont maximisées. Ça crée du revenu. On pourrait penser ici pourquoi que l'École bleue n'aurait pas le droit de faire des contrats, par exemple, de déneigement de ruelles l'hiver, être employé par des gens, des particuliers. Pourquoi qu'on ne mettrait pas les flottes de camions au service des gens qui veulent aller prendre une pelletée de terre un samedi matin pour faire son jardinage en ville, à Rosemont ou le Plateau, ou bien à Ville-Saint-Laurent. On doit, je pense, à mon avis, je trouve ça intéressant que ça vienne d'une petite banlieue, une banlieue de la Rive-Sud qui met de l'avant une initiative de location pour maximiser ses ressources municipales. Absolument. Moi, je salue ce concept-là. C'est une excellente approche. D'ailleurs, il faut se le dire à l'envers. C'est pas les véhicules de la ville. Tout ça appartient et a été payé par le citoyen. Ben oui. Et là, exactement. Imaginez, il y a des villes qui vont faire un peu comme un livre de bibliothèque, c'est-à-dire, et là, on parle de l'utilisateur. Moi, la ville, j'utilise, je ne sais pas, ma voiture pour donner des tickets le jour, mais le soir et la nuit, la majorité de ces véhicules-là sont stationnés quelque part. Ils n'ont aucune utilité. Absolument. Ça donne mal parce que le moment où la population a le plus besoin d'un véhicule de temps en temps, c'est le soir et la fin de semaine. Donc ça, c'est un geste très concret qui permet d'aider les gens à éviter la deuxième voiture. Et il y a d'autres villes qui vont plus loin encore, qui vont dire « Moi, je ne suis pas très bon dans la gestion des véhicules de tourisme, c'est-à-dire une voiture ordinaire, une Toyota Tercel, vous voyez des voitures d'inspecteurs et autres. » Et ils vont faire des partenariats avec des compagnies, par exemple, comme Communauto, en disant « Communauto, j'aimerais ça que tu t'installes dans tel quartier. » Le Communauto, avec raison, va dire « Il n'y a pas assez de volume pour moi là. » Et là, la ville devient un catalyseur, disant « Moi, je suis un utilisateur. Moi, j'en ai du volume. Alors, mets la voiture là. Mon employé va l'utiliser, disons, du lundi au vendredi, entre telle heure et telle heure. Et le reste du temps, la même voiture est disponible pour les citoyens. Ça permet de faire un partenariat avec une flotte complètement indépendante. Et soudainement, il devient dans l'intérêt économique de la flotte d'être beaucoup plus nombreuse. Alors ça, c'est un geste où, par l'action même de l'acteur public, je peux doper, augmenter le nombre de voitures en partage disponible pour une communauté. Ouais. Ben, je t'entends et oui, ça me fait penser que c'est sûr que de plus en plus, on va se retrouver avec une infrastructure qui est excédentaire. On va se retrouver avec des espaces de bureaux qui ne sont pour lesquels il va falloir trouver de nouvelles utilisations. Mais ça me fait penser aussi qu'on est vraiment dans un contexte social où pendant les dernières générations, peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un contexte d'individualisation, de possession individuelle et justement ces signes de réussite quand on n'a pas besoin de partager ces choses. Et ces signes un peu d'être dans le besoin d'avoir à partager son échelle ou ses outils ou sa voiture. Alors, pour moi, je m'intéresse à la question sociale plus large de comment est-ce qu'on va sortir de ce contexte d'hyper-individualisme pour dire que c'est une richesse, en fait, c'est de profiter d'une perte potentielle, d'une perte d'utilisation potentielle que de ne pas le faire. Et je pense que, comme tu as dit, la crise ne va rien amener de nouveau peut-être, sauf un changement dans la perception des gens et un changement dans les habitudes sociales. On peut se le souhaiter. Je ne sais pas si tu t'es penché aussi sur comment agir pour amener ce type de transformation des mentalités des gens autour de la possession et du partage. C'est un élément très intéressant. D'abord, puis tu l'as dit, le mot est très parlant, partage. Hein? On a l'impression que ça veut dire en mise en commun, local, pas de profit. Le communisme. Kumbaya. Le communisme, finalement. Et c'est très rébarbatif pour plusieurs. Hein? D'abord, partage, là, sa racine latine, c'est pas ça que ça veut dire. Partage vient de deux mots.
partes agere, qui veut dire de plusieurs parts faire agir. Alors, c'est un actif que l'on subdivise en plusieurs parts pour permettre à plusieurs acteurs d'agir, d'être plus puissants, d'être mieux. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence. Je dis souvent l'économie collaborative parce que au départ, c'est sûr que la mise en commun d'un actif, c'est mieux pour tout le monde. Le prix à payer pour ça, on l'a vu avec l'échec du communisme, c'est que ça prend quelqu'un au centre qui décide à qui le tour. Et là, ben ça, c'est au prix de ma liberté. Là. Moi, je veux pouvoir utiliser ma voiture quand je veux pouvoir avoir accès à ma piscine quand je veux. Je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire « non, pas toi ». Alors là, c'est pour ça que ça a échoué. Et la réponse à ça, ben, c'était le capitalisme de consommation, de propriété individuelle, qui crée énormément de capacités excédentaires. L'inverse de ça, ben là, on dit non, là, c'est un peu différent. Je dis souvent, l'économie collaborative, c'est du socialisme de droite ou du capitalisme de gauche. Et c'est quelque chose de presque contre nature et qui vient un peu choquer les deux camps parce qu'il devient dans mon intérêt égoïste de mettre ma ressource à la disponibilité des autres. Et il est dans l'intérêt des autres que moi, je fasse ça aussi. Et la clé, je prends l'exemple du stationnement, par exemple. C'est le propriétaire qui décide quand, à qui, comment, combien. Alors là, on vient d'enlever l'idée de « moi, je vous enlève quelque chose ». D'ailleurs, je le vois, j'ai fait plusieurs centaines de conférences à travers le Québec, dans le monde, et il y a une réaction presque générationnelle. Chez les baby boomers, quand je parle de ça au départ, ils entendent « je vais vous déposséder de quelque chose ». Et ça crée énormément d'inquiétude et d'anxiété même. Parce que c'est une génération, sans faire de généralité, qui s'est beaucoup définie par « je suis ce que je possède ». La génération qui suit n'est pas particulièrement plus verte, mais elle se définit par « je suis ce à quoi j'ai accès ». C'est un peu ça qui est différent. Alors, je veux payer, par exemple, pour une voiture, mais je ne suis pas assez fou pour payer pour une voiture qui ne fait rien 95% du temps. Pourquoi est-ce que les gens payent une voiture 100% pour l'utiliser 5%? Parce qu'ils veulent être maîtres de quand est-ce que j'utilise mon 5%. Alors, l'économie collaborative, ça permet de réconcilier l'intérêt collectif puis l'intérêt individuel au profit de la communauté. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, le grand défi, c'est qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas un règlement municipal qui a été écrit dans cette logique-là. Au contraire, nos règlements municipaux sont pensés pour encourager l'utilisation unique d'un actif à une seule fonction. Le zonage strict, dans son sens le plus pur, vise ça. Alors, comment est-ce que je peux, sans abandonner le zonage, qui serait une erreur magistrale, comment est-ce que je peux le modifier à la marge pour permettre des utilisations qui seraient à l'avantage de tous? Et c'est là le encadrer afin de mieux permettre. Tout un chantier, Justine. Hein? On va changer le visage de la ville là, en offrant, en revoyant nos façons de faire. Moi, je trouve, en tout cas, c'est de la musique à mes oreilles. Encore une fois, je suis conquis d'avance à ce concept. Vous savez, on est à peu près à la mi-juin. Il y a exactement 2 ans de ça, Justine le mentionnait en intro, j'ai présidé un groupe de travail pour le gouvernement du Québec qui a duré quand même plusieurs mois. J'ai une équipe fantastique. Mais lorsqu'on a écrit le rapport, le titre, je pense, dit tout. Le titre, c'est 3 mots. Hein? Comprendre, encadrer, accompagner. D'abord, il y a eu des erreurs magistrales de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, dans l'économie collaborative, parce qu'on comprenait mal ce que c'était. Il y avait des réactions émotives, d'immaturité idéologique qui durent encore dans certains endroits. Et on ne peut pas bien réglementer ce qu'on comprend mal. Donc, d'abord, comprendre. Absolument, Deuxièmement, encadrer. C'est pas le free-for-all. Je dis souvent, on ne peut pas encadrer ce qu'on n'est pas prêt à permettre. L'exemple parfait, c'est l'alcool au Québec. Hein? Alors, parce qu'on voulait... ou la marijuana, par exemple, récemment. Tu ne peux pas dire, je vais aller chercher des revenus de taxes et d'impôts sur quelque chose que tu n'es pas prêt à permettre. Tu ne peux pas encadrer ce que tu n'es pas prêt à permettre, mais à l'inverse, tu ne peux pas permettre ce que tu ne serais pas capable d'encadrer. Là, c'est le test de l'âge adulte. D'ailleurs, Richelieu le disait, on ne peut pas avoir du respect pour des règlements qu'une administration publique n'a pas les moyens raisonnables de pouvoir faire appliquer. Moi, j'ai un ennemi mortel dans la vie, c'est le feel-good policy. Alors, par exemple, vous voyez le genre d'écart de température que l'on a ici. Je pourrais bien demander à l'Assemblée nationale de faire une motion pour avoir une température beaucoup plus, je dirais, neutre pendant l'été.
Mais c'est pas possible. Non. La météo, c'est fédéral. Mais voyez, c'est cette idée de se dire, est-ce que je suis capable d'appliquer ce que je dis, là, au-delà du sentier du discours, qui est un peu de l'adolescence idéologique, et comment je vais tracer cette ligne-là? Il y en a beaucoup à Montréal. Bien là, ça va être afin de mieux. Afin de mieux au nom de l'intérêt général, au nom du calme dans un quartier, au nom de l'équité fiscale, au nom de l'efficacité environnementale, par exemple. Et d'ailleurs, l'économie collaborative, c'est véritablement la voie royale pour arrêter de surutiliser ou de, je dirais, en multipliant des ressources pour un output relativement faible, ce qui est un peu la recette en même temps de la productivité. On entend souvent dans une administration, et là, avec les déficits records, pas cette année, pas l'an prochain, mais rapidement, on va se retrouver dans une pression très forte sur les finances publiques. Et là, tout le monde va se faire dire qu'il faut faire plus avec moins. L'économie collaborative, c'est pas ça. Il faut faire plus avec ce qui existe déjà. Et alors, message pour les organisations publiques et privées, avant de construire un pied carré, un mètre cube de béton, avant d'acheter quelque chose, est-ce que je ne peux pas doper son utilisation ailleurs et regarder des entreprises montréalaises extraordinaires comme Eva ou BizBizShare, que j'aime beaucoup, qui permet de mettre en contact, c'est un peu une espèce de plateforme, un Airbnb en temps réel pour des entreprises dans un quartier industriel. Vous avez une plieuse à métaux, vous ne l'utilisez pas 24 heures sur 24. Oui, BizBiz. Alors, j'ai vu ça. Peut-être que l'entreprise en face en aurait besoin pour 10 heures, mais si elle ne sait pas que vous l'avez ou que vous n'êtes pas prêt à la prêter ou la louer, bien, il y a quelqu'un qui va en acheter une en double. Et je vais vous donner l'exemple ultime de l'erreur qui n'est pas une réflexion collaborative. C'est que vous allez voir dans certains quartiers une école primaire et pas tellement loin un centre communautaire. Et moi, je vois là-dedans une extraordinaire tristesse ou sinon une démonstration de richesse. Il faut être riche en tabarnouche parce que quand je regarde ces deux actifs-là avec mes yeux d'enfant de 5 ans, c'est le même actif. Une école primaire, un centre communautaire, c'est une grande salle, c'est un gymnase, c'est des petites pièces. Alors, comment est-ce que je peux me permettre de construire les deux et d'avoir les deux qui sont utilisés à 75%, par exemple? Est-ce que je ne serais pas mieux d'en construire un, mais un peu plus grand? Et là, moi, je me dis toujours, vous savez, tout ce que l'on construit sur le territoire d'une ville, c'est vrai partout au Québec, les plans doivent être approuvés par la municipalité, soit le conseil d'arrondissement ou la ville ou autre. Et là, il y a toutes sortes de règles. Hein. Par exemple, certains arrondissements, avec raison, vont avoir des règles sur la hauteur des bâtiments ou la beauté ou le respect d'un cachet architecturel ou sinon la couleur de la brique. Où est la charte collaborative? Parce qu'une fois que j'ai construit mon patrimoine, je pognais avec pour 1, 2, 3, 4 générations. Pensez à l'édifice G à Québec. Une horreur, on va te pogner avec ça pendant 150 ans. Alors, et il y a des choses où la collaboration va vivre ou mourir selon que l'on a pensé à maximiser les usages. Je donne l'exemple, par exemple, d'un bureau d'arrondissement ou autre. Si vous mettez la salle de conférence dans le fond, c'est banal, là. Mais ça veut dire que pour l'ouvrir aux citoyens ou à un groupe ou autre, il faudrait que tout le monde traverse tout le bureau. Il y a des documents confidentiels là-dedans. Ça ne marchera pas. Si vous la mettez au devant, peut-être même avec une porte accessible sans même entrer dans le reste du bureau, là, elle devient très facilement utilisable par la communauté. Alors, dans même l'aménagement des locaux, les chartes de construction, est-ce que je mets la porte ici ou là, je vais avoir un impact sur le potentiel collaboratif de mon infrastructure, qu'elle soit publique ou privée. Est-ce que vous voulez vivre dans une ville où vous avez facilement accès à plusieurs choses parce que ça a été pensé pour ça, ou dans une ville où, malheureusement, la super salle de vidéoconférence dont aurait besoin la petite PME start-up, elle n'est pas accessible parce qu'elle n'est pas bien placée dans le bâtiment. Alors, c'est des petites choses qui ont des impacts énormes. C'est le cas classique en chimie d'un catalyseur. Alors, une petite action qui vient d'abord ne pas nuire, on va le dire comme ça. Des erreurs à la Ville de Montréal au niveau de son bâti, il y en a plein, hein, puis même dans les constructions modernes. C'est-à-dire, il faut commencer à avoir ce réflexe dès le départ, de se dire quelles sont les différentes utilisations possibles et de penser d'un point de vue d'utilisation plutôt que de diviser en différentes catégories les types d'utilisateurs et de le limiter à ce type de catégorie-là. Je ne sais pas, Guillaume, si tu te rappelles, mais
J'avais un discours sur le budget, je pense c'était ma dernière année au conseil municipal en 2017, où est-ce que j'ai pris comme thème une citation de Arthur Ashe, le célèbre joueur de tennis américain, qui était « Commence là où tu es, fais ce que tu peux, utilise ce que tu as et fais ce que tu peux faire. Start where you are, use what you have, do what you can. » Moi, je pense que toutes les villes devraient avoir ça comme devise. Tu commences là où tu es, tu fais un bon inventaire, comme tu dis, comprendre pour commencer, comprendre pour mieux encadrer et mieux utiliser ce qu'on a déjà. Écoutez, on est déjà à 36 minutes, mon Dieu. On a dépassé un petit peu les limites de notre conversation, mais c'était vraiment tellement intéressant, tellement enrichissant. Il y a tellement à creuser là-dedans, tellement de bonnes idées pour la Ville de Montréal, et même c'est essentiel d'avoir ces conversations-là et de continuer à mettre de l'avant ce changement-là dans la façon d'aborder la ville, dans la façon d'aborder les infrastructures et l'utilisation de nos infrastructures. Je vais demander à ceux qui nous écoutent s'il vous plaît, de nous faire part de vos commentaires. C'est toujours agréable de voir vos réactions, vos questions, vos commentaires et aussi vos propositions, vos idées, qu'est-ce que ça a suscité comme réflexion chez vous. Nous sommes déjà à ce 7e épisode, ça veut dire que la semaine prochaine, ce sera nos adieux pour cette saison, mais on va sûrement vous retrouver sous un autre aspect et peut-être, qui le sait, dans un parc de Montréal. Alors, je remercie notre cher invité Guillaume Lavoie pour avoir été avec nous cette semaine. Merci Guillaume. Merci beaucoup Justine. Merci Marc-Antoine. Merci de l'invitation et au plaisir. Écoute, c'était super intéressant. Tu viens de ta vision des paradigmes municipaux, la vision de la ville. Moi, je trouve ça passionnant et au plaisir de te reparler là-dessus. Vraiment, au plaisir. Au revoir. Merci Marc-Antoine. Parfait. Merci Justine. À bientôt. Bye bye, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.